Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Salem TV pour votre émission hebdomadaire Angle Mort. C'est une émission, comme vous avez l'habitude, qui décortique l'information nationale et internationale. On essaie souvent de trouver ce qui a été caché, l'angle mort de toute l'actualité. Et comme d'habitude, à ma droite, l'économiste Yassine Merzougui. Bienvenue Yassine. Bonsoir. Et à ma gauche, toujours, Tarek Hafed. Bonsoir. Bienvenue Tarek. Et bien, sans trop tarder, on va essayer un petit peu de commencer par l'info qui a dominé un petit peu cette semaine. Et Yassine, une question pour toi. Cette histoire de Sonatrach qui a, entre guillemets, perdu l'arbitrage international contre Villamir dans l'affaire de Fertial. C'est un montant de 129 millions d'euros, mais finalement, l'Algérie n'a pas perdu, Sonatrach n'a pas perdu cet argent, elle n'a rien à payer, puisque c'est le montant, enfin, c'est le coût des actions de Villarmir, enfin, son entrée dans Fertial. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur cette affaire? Oui, il y a, en mars 2022, Villarmir, qui détenait 49%. C'est une société espagnole, non? Espagnole, oui. Ouais. Donc c'est en mars 2022, ils ont décidé de quitter le capital et de céder l'ensemble des actions qui étaient à hauteur de 49% au profit de Sonatrach. Et depuis lors, ça n'a pas encore évolué parce qu'on ne pouvait pas effectuer de virement vers l'Espagne parce que les relations commerciales sont coupées. Et les Espagnols, ils sont dans une situation assez critique sur le plan financier. Donc Non, mais notamment Villarmir qui apparemment qui vend pratiquement toutes ses filiales un peu partout. il est au bord de l'écroulement. Il avait trop de dettes, les échéances, enfin c'est l'impact d'abord du Covid, parce que pendant le Covid, ils n'ont pas travaillé. Et puis, donc au niveau de Fertial, c'est une entreprise qui ne fait pas beaucoup de bénéfices. Mais Villarmir faisait beaucoup de bénéfices sur la revente du produit. Donc, La vente des engrais. Oui, c'est des engrais. Enfin, les engrais, donc c'est les engrais azotés qui les font à Arzeu. Bon, le groupe Asmidal fait aussi les engrais phosphatés à Naba. Donc ce montant de 129 millions d'euros comprend la cession des parts sociales de Villarmir dans Fertial. Et il comprend aussi les dividendes des 2 dernières années, parce qu'ils n'ont pas pu les faire transférer à l'étranger. Bon, Yassine, avant de continuer, si on revient un petit peu à la genèse de l'arrivée de Villarmir dans les actifs de Fertial. Donc il y a aussi les parts de l'ETHB Haddad, 17%. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait une fusion entre Villarmir et l'ETHB Haddad. Donc je pense qu'ils ont atteint 66%, les deux, 66%. Donc, sauf Villarmir, quand ils sont venus, au début des années 2000, ils avaient acquis 66% de Fertial. Et Asmidal détenait 34%. donc à l'époque, Asmeda, c'est une filiale de Chemical, c'est ça? Oui, c'est du groupe industriel chimique. Bon. Après ça, à partir de 2017, Villarmir commençait à se retirer parce qu'ils avaient l'intention d'investir en Ukraine. Mais le problème, c'est que ce groupe Villarmir, et sa situation en Algérie, elle est très compliquée. Et il y a beaucoup de corruption dans ses activités pendant les années 2000. On va en revenir. Donc ils ont décidé de lâcher ce projet
pour se concentrer sur autre chose. Parce que Villarmir, il est présent ici en Algérie à travers OHL. C'était une machine dans la corruption. Ils étaient avec Haddad, par exemple, sur le stade de Tizi Ouzou. Ils étaient avec Haddad. Ils étaient aussi par l'intermédiaire d'Ennima Aqua. Mais Nima Aqua, c'est tout un dossier. Donc ils étaient sur la construction avec Haddad et ils avaient une entreprise qui fait la gestion des stations de dessalement d'eau de mer. Donc ils ont eu, je crois, Cap Jinnat et une autre. Je pense que c'est Fouca, non? Non, Fouca Sghera. هما يحوسوا على le gros lot. Donc, En tout cas, par rapport à leur marché dans le secteur du dessalement d'eau, ils ont perdu tous les contrats qu'ils ont eus. non, Parce qu'apparemment, il y a Considère Canalisation qui a repris certains projets. non, باش تشوف باللي عندهم un lobby au niveau de Sonatrach. حنا les entreprises نتاعنا ils étaient en difficulté. Et quand il y a eu l'attribution des 5 stations d'eau de mer, il y a eu 4 pour les filiales de Sonatrach, c'est-à-dire GCB, GTP, l'ENAC et une autre filiale, ainsi de suite. Peu importe. Donc les 4 filiales de Sonatrach ont décroché les 4 autres stations. Il y a un lobby qui travaille au profit de Villarmir qui a voulu attribuer la 5e station, sa réalisation, à Inima Aqua. Inima Aqua, c'est une filiale de Villarmir. Villarmir. Et bon, le président Tebboune, c'est quoi ça? Parce que quand Considère Canalisation était son plan de charge. Il y avait une menace sur les effectifs, chômage et tout. Donc, on a sauvé la dernière station, celle de Fouca, qui va être affectée à... Elle est déjà affectée. Considère Canalisation a commencé à travailler dessus. Voilà. Yassine, juste un détail, tu as dit au début qu'il y a de la corruption dans l'arrivée de Villarmir en Algérie. Tu viens de dire qu'il y a un lobby à Sonatrach qui travaille pour les intérêts de Villarmir. C'est quelque chose, entre guillemets, c'est une grave déclaration. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ça? Surtout que l'arrivée de Villarmir, c'était au début des années 2000, on connaît très bien qui était gestionnaire, qui était à la tête du secteur aussi. J'ai des contrats qui ont été signés à l'étranger. J'ai des copies. Où Villarmir a signé avec un gars qui est installé à Londres pour obtenir des marchés ici en Algérie. Est-ce que le gars, il représente une entreprise algérienne? C'est même pas un Algérien. Ah bon? Ce n'est même pas un Algérien, c'est un Anglais. Donc ils ont signé en cas où ils obtenaient des... On a le nom, Yassine? Oui, on a le nom, on a tout. Donc ils ont obtenu. Et j'imagine qu'ils ont payé. D'ailleurs, j'ai même le numéro du compte dans une banque suisse qui devait accueillir les dividendes, enfin l'argent de la corruption. Et je pense que ce gars était proche de Chekib Khalil, puisque c'est lui-même qui veillait. C'est pas le gars qui revenait souvent comme intermédiaire entre Chekib Khalil et dans plusieurs affaires de corruption où le nom de Chekib Khalil a été cité? Non, je suis sûr qu'il représente Chekib Khalil. Pas un autre. Et donc, voilà, c'est une histoire banale. L'un des signataires de ce contrat pour le compte de Villarmir, je l'ai cherché pendant plusieurs mois. Et j'ai fini par le retrouver en 2017 au niveau du stade de Tizi Ouzou. Il faisait partie du groupe OHL. OHL qui travaillait avec le THB dans la réalisation du stade. Voilà, هو حداد كانوا يبنيو في الستاد تاع تيزي وزو, c'est pour ça il a mis 20 ans. Donc, avec toutes les rallonges budgétaires qui ont été décidées au profit parce que c'est un gars qui vraiment effacé. Un beau jour,
il a posté sur son Facebook une photo de Tizi Ouzou. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent le même nom. Donc on ne sait pas qui c'était. Et donc, Kaitou, il était sur le staff, enfin, qui travaillait sur le stade de Tizi Ouzou. Et il y en a plein de choses. Il y en a plein de choses. Par exemple, en 2005, on devait réactualiser les prix du gaz. Parce que le produit, enfin, toute l'industrie de Fertial est basée sur le gaz. En plus, avec son coût ici, donc ça revient pratiquement. En 2005, il y a eu deux choses. Ultimement, oui, j'étais sûr que ces gens-là étaient de mèche avec Chekib Khalil. Donc il y avait un lobby en Algérie qui militait pour l'augmentation du prix du gaz destiné à l'énergie. Al-Shab, les mêmes prix. Il ne faut pas toucher aux consommateurs. En revanche, on va augmenter les prix du gaz destiné à l'industrie. À l'époque, il y avait El Khadem qui était Premier ministre. Eh bien, Chekib Khalil a milité pour que les prix n'augmentent pas du tout. Bon, on a coupé la poire en deux. On coupe la poire en deux. Chekib Khalil a proposé, il a fait une proposition qui a été acceptée pour tout le monde pour maintenir, enfin, pour augmenter un tout petit peu le prix du gaz. Le bénéficiaire, c'est Villarmir. Donc, et puis le gars, quand il vit en Algérie, il vit avec son jet privé. Donc c'est un peu ça. Tanina, mais pour le moment, Yassine, il y a pratiquement Chekib Khalil n'est presque pas cité du tout. C'est les voies impénétrables du Seigneur. Enfin, les voies impénétrables du Seigneur sont, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais nous voulons que les voies de la vérité soient pénétrables. Tariq, un mot sur toutes ces révélations, même si Yassine ne nous a pas donné le nom de l'intermédiaire. Il y a des secteurs qui ont été gangrénés par la corruption. La corruption était Maître mot. C'était quasiment l'élément de management. Quelle énergie, bien sûr. L'énergie, c'est. Enfin, je pense que tous les secteurs. Oui, mais en fait, c'est quoi? C'est l'énergie. Là, il y a beaucoup de corruption parce que c'est le secteur qui fait rentrer de l'argent. Après, tu as d'autres secteurs. Si on prend par exemple l'hydraulique, l'hydraulique, c'était un choix et des travaux publics. C'était un choix des pouvoirs publics d'injecter de l'argent pour tout ce qui était développement des infrastructures. Excusez-moi. Donc, développement des infrastructures. Et c'est par exemple, si on prend l'Agence nationale des barrages, tout ce qu'il y avait, tous les problèmes qu'il y a eu dans cette agence, c'est énorme. C'est-à-dire, voilà, l'hydraulique, travaux publics, l'agriculture, bien sûr, avec des dossiers qui n'ont toujours pas été réglés jusqu'à aujourd'hui. Simplement, moi, je me pose la question, quand on voit Fertial, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, alors que le secteur public était à ce moment-là verrouillé au privé, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, un homme d'affaires comme Haddad ait la possibilité d'acquérir des actions dans une entreprise publique? C'est ça la question. Bon, effectivement, c'était un élément essentiel dans le schéma, l'organigramme du système Bouteflika. Mais pourquoi d'autres n'ont pas eu la possibilité d'investir et qu'on aille véritablement c'est-à-dire dans une configuration publique-privée qui aurait pu être intéressante. Mais pourquoi lui? Pourquoi ça n'a pas été ouvert à d'autres? Et pourquoi à un certain moment, si je me souviens bien, avant la phase Hadi, c'était Haddad qui devait racheter les parts de Villarmir, si je me souviens bien. Il y a eu il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative qui a été bloquée à la dernière minute.
Parce qu'il y avait les syndicalistes et les travailleurs qui ont dénoncé. Et puis même la presse aussi a dénoncé. Oui. Oui. Donc voilà, c'est quand même des situations. Yassine, Qui reste ambigu. on se souvient aussi, merci Tal. On se souvient aussi que les 17% de l'OTH Haddad ont été financés par une banque étrangère. Donc qu'en est-il du cas de cette banque? Maintenant que nous savons que les parts de Haddad ont été reprises dans leur totalité, donc les 17% par Asmidal, et les financements de cette banque, qu'en est-il? Parce que quand on dit 129 millions, peut-être des gens vont dire que c'est beaucoup, donc là qui perd dans un arbitrage international, mais au final, donc, disons 29 millions, donc y compris les 17% que l'entreprise a récupéré. Non, non. Les 17% ne concernent pas cet arbitrage. Non, oui, je dis que dans ce montant, c'est la reprise de la totalité des actions de Villarmir. En plus, comme il y a le Non, transfert. 17%, je crois que c'est la partie qui reste à Haddad et qui est maintenant administrée par. C'est-à-dire Asmidal. C'est Asmidal qui C'est Asmidal. C'est Asmidal Oui, qui voilà. reprend automatiquement. Donc, pour les 129 millions, finalement, c'est peu. C'est le coût des actions de Villarmir. Donc, l'Algérie. Le coût des actions plus les dividendes. Ah, d'accord. Le problème avec les 17%, c'est qu'ils ont été acquis à travers un crédit bancaire de Société Générale. Qu'est-ce qu'il a mis comme garantie? Ce sont les actions elles-mêmes. Mais je pense qu'il y a de la corruption dedans. Par rapport au montant, ce n'est pas le montant Haddad. Donc il y a Ils ont surévalué. surévalué les actions. Bon, peu importe. L'essentiel, maintenant, tout a été saisi. Comment va se comporter la banque avec Haddad? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont se comporter. De toute façon, Claire Fox ou Adam Restons toujours dans ce sujet de Fertiel parce que c'est important. La production, c'est phytosanitaire, c'est des engrais. L'Algérie est un marché quand même important. Donc, qu'en est-il réellement du secteur? Non, c'est un secteur qui a été massacré. Enfin, je parle des phytosanitaires et des engrais. C'est un marché qui a été massacré par les dispositions légales qui gèrent cette activité. Bon, نبداو les engrais. Asmidal existe depuis les années 70. مي مدعية. قولوها عندكم في بلاد قبايل. Bien sûr. مدعية. ماشي مدعية الخير. على الشهر directement. Donc on a commencé à construire les usines de Asmidal dans les années 70. C'est Technip, la société française, qui décroche ce contrat. Les contacts étaient très difficiles entre la partie algérienne et la partie française. Donc il y a eu énormément d'arbitrages, de plaintes à New York, plaintes à Paris, plaintes à Zurich et tout. Et ça a duré pendant les années 80. Toutes les années 80, Asmidal fonctionnait juste avec le minimum parce que les usines n'ont pas été achevées. Donc vient l'année 1992. Donc, négociation entre Technip et Asmidal. Donc, on a décidé, il a été décidé à Daklouakt, que Technip reprenne le projet et devait payer un franc symbolique à Daklouakt, mais quand l'euro, c'était le franc français. Ok. Et c'était l'ancien ministre de l'énergie, Aït Hussein, qui était l'intermédiaire entre les deux. Ça, c'est nécessairement la première fois pour l'histoire. Il y avait à la tête du gouvernement l'Aïd Abdeslam. Et donc,
Aït al-Hussein avait convaincu le gouvernement algérien de la chose, c'est-à-dire on reprend des relations normales avec Technip et Technip paye un franc symbolique. Donc, le gouvernement était prêt à accepter cette histoire. Sauf que il y a des gens qui ont contacté Mohamed Bjaoui, l'ancien ministre interne. Il était alors arbitre international. Il pensait pouvoir gagner et ramener un montant important pour l'Algérie. Donc, il a convaincu le gouvernement d'aller en arbitrage une dernière fois contre Technip. Eh bien, le verdict a été prononcé en 1993. Quand on se pliait 4 pour obtenir 10 millions de dollars de l'FMI pour ramener le lait, du blé. Oui. Et à ce moment-là, on a perdu un montant énorme. Ça, c'est pour l'histoire. On a repris. Dans les années 90, il n'y avait pas de moyens pour produire. Il manquait des choses, l'infrastructure commençait à se détériorer. Et donc, à partir de là, Shakib Khalil l'a convaincu. Bouteflika, les joyaux de la couronne, c'était Fertial. On va privatiser. وقعدت هكذاك حتى اليوم. اليوم نورمالمون نديرو عرس تهنينا من جدهم باسكو سكون a gagné nous en tant qu'Algériens, c'est un marché énorme dans les engrais et les phytosanitaires. يعني كي نشوفوا هكذا le marché algérien, je l'estime personnellement. Vous avez à votre disposition l'étude que j'ai faite pour le marché algérien, que j'estime entre 500 millions et 600 millions de dollars annuellement. نحب نبكي أنا en tant qu'Algérien qui نشوف les bilans تاع Asmidal. Justement, j'allais poser la question pour clore la première partie. J'allais poser la question sur les chiffres d'affaires d'Asmidal. تبكي. Il y a un importateur saoudien qui est basé en Algérie, il fait 2 fois le chiffre d'affaires à Asmidal. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, ils doivent se réunir pour remettre les choses en ordre. Bzaf des entreprises, parce que surtout pour les phytosanitaires, c'est soumis à une réglementation stricte. Strict, effectivement. Je connais les bénéficiaires. Qui تشوف la liste نتاع les entreprises agréées, تعرف باللي العصابة كانت تخلط في كل شيء, et notamment les phytosanitaires. C'est pas la Aïsaba تخلط في كلش, mais il y a Aïsaba dans tous les secteurs. N'est-ce pas, Tara? Évidemment. Finalement, Quel Aïsaba dans tous les secteurs. Effectivement. Donc, on doit revoir la réglementation dans le domaine des phytosanitaires, des engrais. Quand même, تشوف يعني باش تشوف العوج كي كان صويريس شاكيب خليل ما قدر لهمش. صويريس كان برونشي ديريكتومون افيك لونسيان بريزيدون Abdelaziz Bouteflika, donc ما قدرش يعطلو. Le projet Sorfert entre Sawiris et Sonatrach a démarré au bout de 2 ans et demi, 3 ans comme ça. Sorfert a تخدم حتى واحد ما يتزعزعها. Nous avons une entreprise qui s'appelle AOA. C'est un partenariat entre Sonatrach et des Omanis. Et bien à ce jour, ils ont démarré ensemble. Sorfert et AOA, ils ont démarré ensemble. AOA n'arrive pas à décoller. Pour Sorfert, je pense
que déjà, à la base, les Saoudiens avaient déjà le circuit de commercialisation à l'international. Et que, puisqu'ils étaient déjà dans le secteur. Donc je pense que ça leur a permis quand même d'être plus efficaces plutôt que les Oman. Il me semble. Hein. C'est pas un problème de commercialisation, les infrastructures de production, mais elles m'ont choisi. C'est ça le problème. Donc Cheikh Ibrahim n'a pas pu les empêcher de démarrer, n'a pas pu s'immiscer, n'a pas pu bloquer, parce qu'ils avaient directement le contact avec Bouteflika. Oui, c'est ça le problème. Enfin, une dernière question avant de clore cette première partie. Yassine, la corruption, c'est un fait, on le connaît, etc. La responsabilité politique. Il n'y a pas de responsabilité politique dans ce genre de choses. La responsabilité politique commence par les lois. On facilite beaucoup plus l'importation que la production. Donc, c'est nos lois qui ont permis de détruire le groupe Asmidal. C'est un bijou quand même. Nous avons la matière première à très bon prix ici et il y a des pays qui n'ont pas de gaz qui parviennent à nous concurrencer sur le marché national. Par rapport aux lois, il y a un législateur. Les législateurs, c'est les représentants du peuple. Mais quand nous disons كما يقولوا هما برلمان الحفافات يعرفوا غير يرفدوا يديهم l'impact de ces lois, des dispositions légales ما يعرفوهمش. C'est pour ça que les importateurs عايشين خير من les producteurs. Effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avant d'entamer une autre série de questions sur d'autres sujets, restez avec nous, une page de publicité et on revient. Rebonsoir et bienvenue encore une fois à votre émission Angle Mort sur CLM TV. Une autre information qui a un petit peu marqué cette semaine. Yassine, c'est Saïd Chingriha, chef d'état-major, qui reçoit le responsable de l'agence fédérale de coopération russe. Donc, est-ce qu'on a des détails? Pourquoi le chef de l'agence de coopération? Est-ce qu'il y a une dimension politique de cette visite, surtout qu'elle intervient dans un moment où la Russie est en pleine offensive en Europe avec tous les problèmes, etc. Oui, c'est quelqu'un qui a pratiquement le rôle d'un ministre. Oui, parce qu'il s'agit d'une agence très importante. Donc on parle selon l'APS, d'une coopération technique. Donc ça doit être important. Et puis, en ce moment précis, accueillir un haut responsable de la Russie, ça veut dire que ce pays s'intéresse à l'Algérie
ils considèrent que c'est un partenaire très fiable et très important. Bon, c'est un Ça, peu c'est ça. du côté des relations parce qu'on a toujours. Enfin, l'Algérie et la Russie n'ont jamais connu de turbulence dans leurs relations. Si, Enfin, peut-être il y a. du temps de Yeltsin, ça passait pas bien. Parce qu'il y avait les corrompus, autant en Russie qu'en Algérie. La gestion, La gestion de la dette. de la dette russe a fait que des tensions sont apparues dans les relations entre l'Algérie et la Russie. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, on a parlé d'une visite probable du président de la République en Russie. Donc, je pense que les gens sont en train de travailler sur cette visite. Oui, Tarek. Juste à propos des Russes, c'est quand même intriguant, Yann. Je pense qu'il n'y a pas le potentiel de coopération entre l'Algérie et la Russie, il est énorme. Si on prend juste le domaine minier, le domaine pétrolier, c'est énorme. C'est-à-dire quand on voit les entreprises. Surtout sur le plan géopolitique. Oui, non, mais au-delà de ça, on parle d'intérêt drame, c'est ça, intérêt économique. Quand on voit par exemple un groupe comme Lukoil, avec un potentiel énorme, avec c'est-à-dire des capacités financières, des capacités techniques. Et moi j'avais suivi à un moment le dossier, donc les négociations entre Lukoil et la Sonatrach. Il était même prévu, dans le cadre donc, de ce partenariat, d'ouvrir Lukoil Indoum des champs en Irak, et il y avait une possibilité d'aller, que la Sonatrach, c'est-à-dire en partenariat, aille en Irak sur des champs qui sont très, très porteurs. Et aussi, il y a la possibilité, pour Lukoil aussi, il y a le nord, donc le nord du Mali, il y a la Libye. C'est-à-dire vraiment, c'est beaucoup d'opportunités. Énormément d'opportunités, mais quand on voit les investissements et même le niveau des relations économiques entre l'Algérie et la Russie, c'est pas à la hauteur c'est-à-dire de cette amitié. Voilà, de la relation qu'il y a entre les deux pays. Ça reste intriguant. Justement, j'allais rebondir sur le. Est-ce qu'on a une confirmation sur une probable visite du président Tebboune en Russie? Pour l'instant, non. Officiellement, non. Officiellement, non. Et une autre question par rapport, parce que c'est tellement. Les événements s'entremêlent, etc. Cette semaine aussi, il y avait l'élection de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité. On connaît les pays qui ont voté contre l'élection de l'Algérie, parmi eux l'Ukraine. Donc, oh. Tous les pays qui ont voté. Non, pour le moment, restons dans la position ukrainienne, parce que je vais poser après une question par rapport aux autres pays qui ont voté contre. On va essayer. Non, c'est le même contexte. C'est-à-dire, quand on réfléchit comme ça, ce sont les pays qui sont sous influence israélienne qui ont voté contre l'Algérie. Ça se comprend. Bon, je l'ai dit la semaine passée. J'ai dit que l'État sioniste et l'État du Makhzen vont voter contre l'Algérie. Oui, ça, on s'attendait à ça. Mais les autres pays, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois seulement, le représentant de l'État sioniste siégeait au sein de l'Union africaine en tant qu'observateur. Oui. Donc il avait des amis qui l'ont aidé à s'introduire. Évidemment. C'était l'Algérie et l'Afrique du Sud qui ont milité pour qu'il soit chassé. Donc, mais enfin, il y a aussi le Libéria et le Djibouti qui ont voté contre. Enfin, je pense que c'est insignifiant. Si on prend les principaux, hein, il y en a 4. Il y a Ukraine, Maroc, Israël, Émirats. Émirats arabes unis. Les Émirats, c'est vrai que Kimarkolt, on peut les mettre actuellement. Les Émirats, c'est un pays qui m'a d'oro. Versatile. Non, mais c'est versatile. C'est-à-dire,
tu peux prendre le voir et voir le bon côté, tu peux voir l'autre côté qui est quasiment diabolique, on va dire. C'est-à-dire avec maintenant cette capacité de s'immiscer dans toutes les crises, de créer des crises, d'être en Libye, d'être au Yémen, d'être partout et de créer des crises, etc. Et c'est pas la position de l'Arabie Saoudite qui dicte celle des Émirats Arabes Unis, Yassine. Ils font exactement l'inverse de ce que fait l'Arabie Effectivement, Saoudite. ça veut dire si l'Arabie Saoudite Et apporte puis, son il ne faut soutien, pas oublier aussi la proximité des Émirats Arabes Unis avec le Maroc d'abord. Le Maroc et Israël. les Émirats, ils ont signé l'accord d'Abraham. Les Émirats ont signé l'accord d'Abraham, bien sûr. Ils ont le centre Abraham. Bien sûr, Ils sont en train de le construire. bien sûr. Donc, ils n'ont pas de problème par rapport à... Au moment, ils sont passés à une phase où ils n'ont plus aucun complexe par rapport à ça, où ils sont uniquement dans une stratégie de recherche d'intérêt. Point. Mais Hawsouch, Non, ça veut dire, ils peuvent. Je pose te la donne question un pour- exemple. Pardon, je Asma, je te donne un exemple. pose la question pour Asma, deux je te donne raisons. un exemple très Oui. simple. Ils sont capables de s'engager dans des programmes d'armement avec les Israéliens, comme ils sont capables de s'engager avec des programmes d'armement avec les Russes ou avec les Américains. Ils ont cette capacité maintenant, ils n'ont plus... Ils foncent. Ils n'ont plus... ils sont plus... ou peut-être, ou En fait, etc. disons, Juste une seule chose qui compte, c'est les intérêts. Point. j'ai posé la question pour une raison très simple. Ça veut dire les Émirats Arabes Unis est membre de la Ligue arabe, l'Algérie et aussi. Je ne pense pas qu'un pays qui est membre d'une organisation dont elle fait partie, enfin disons que c'est sa voix qui sera portée aussi. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question par rapport aux Émirats Arabes Unis. Le problème, c'est qu'on est naïf, c'est ça. En Algérie, on se dit, voilà, Hada راهو معنا dans la même organisation, donc il va prendre la même position que nous, donc راح يكون معنا parce que هذاك كيفاش يقولوا donc دولة شقيقة, donc دولة شقيقة, ça n'existe pas. Il y a des intérêts. Point à la ligne, c'est tout. Et quand on comprend ça, en plus, quand on voit par exemple ici en Algérie, ben, les Émirats aussi développent dans le secteur militaire aussi des intérêts. Et ils sont en train ils ont investi, ils sont en train de les protéger. C'est-à-dire qu'il ne faut plus prendre la chose comme étant, voilà, hadak habibi, non. Les intérêts. C'est tout. Tu partages ce qu'a dit Tarak sur cette histoire avec les Émirats? Oui, les Émiratis, bon, c'est des gens très volatiles. J'en connais beaucoup. Ils sont aussi dans la cigarette aussi, chez nous. Entre Oui, autres. oui, chez Bani, je lui souhaite bon rétablissement. Il est très malade. Oui. Je crois même qu'il est mourant. C'est un homme très sage qui a su maintenir de très bonnes relations entre l'Algérie et les Émirats. Parce qu'en vérité, c'était l'ambassadeur non officiel des Émirats Arabes Unis ici en Algérie. Chez Bani, par sa dimension, par sa sagesse, ses relations très fluides. Donc ça lui arrivait d'inviter des ambassadeurs de pays arabes et de défendre les intérêts de l'Algérie. C'est ça la contradiction chez les Émiratis. Donc ils n'ont pas une ligne de conduite. Si on parle, Je vais t'expliquer pourquoi. si on parle des relations entre l'Algérie et les Émirats, il faut séparer. Par exemple, Cherga, ils n'ont rien avec l'Algérie. Ils avaient quelques concessions sur les dentifrices et tout. Tu apprends Abu Dhabi, ils sont avec leurs fonds souverains. دخلوا لهنا جاو إعمار et Banque Abu Dhabi et EIC هذه اللي ربحت لنا في l'arbitrage récemment. Des grands vents. عطينا لهم la concession. Mais on a empêché la banque Abu Dhabi d'accéder en Algérie. Ils ont demandé du financement où Yahya s'est opposé. Au moins, il réclamait 5 milliards de dollars de crédit.
عطالهم 1 seul milliard. ناخذوا دبي parce que Chebani هو d'origine yéménite mais il est basé à Dubaï. Ouled Amou, celui qui gère à peu près le groupe, c'est le chef de cabinet de l'émir de Dubaï. C'est la 4e fortune arabe. Donc c'est du lourd. هذاك فتحنا له البيبان كامل. تقول لي احنا عطينا لهم لا سيجارات، ما عطينا لهمش لا سيجارات. عطينا لهم ارض فلاحيه في سيدي فرج داروا فيها كومبلكس. Normalement, le terrain qui relève du domaine forestier. Et maritime. La partie maritime. C'est un scandale. Donc, mais pour le... C'est juste une précision. Ça veut dire, tu as dit on ne leur a pas donné la CNTA. Je pense qu'ils ont pris quelques filiales de la CNTA. Non. En fait, ce qui s'est passé, à un moment, il y a eu, on va dire, une concession de la part du président Bouteflika qui a dit voilà, en retour, on va dire, de je vais vous donner l'activité. فيه هو دونك داروا Non, الخير c'est هو pas dans ce يسافر. contexte. خلوني C'est عندك نكمل ومن بعد tu continueras. واش درتو فيها الخير on va vous donner نتوما حبابنا les Émiratis la production de la cigarette étrangère. C'était ça à la base, c'est-à-dire les cigarettes étrangères. Parce qu'ils avaient les licences. En disant, oui, sauf qu'on oublie, ce qui a été fait passer à un moment, c'est en disant, oui, mais la SNTA, Khatayhom et tout, ils ne pourront pas faire de la Marlboro, etc. Alors que la SNTA l'avait fait plusieurs années auparavant. Absolument. Ils avaient eu des licences, et ça avait très bien marché. Khalasso les licences, c'est lui qui a eu, donc, ils ont eu En plus, CNTA, la possibilité c'est une à entreprise travers la prospère. STAM. Bon, Oui, après ça a pris d'autres proportions. خلوني نحكي لكم الحكايه باسكو قلت لكم انا شيباني صاحبي je me permettais de poser des questions. Je peux poser une question avant de commencer. Moi, c'est l'information que j'ai eue, j'ai essayé de travailler sur ce sujet déjà. C'est à l'époque de Bouchoual, on a signé la cession du... Ça, c'est une autre phase. ماشي هذه كامل خلوني نهضر انا اللي عندي l'information. D'accord. C'est un projet qui a été piloté par Chebani. Ils avaient beaucoup d'argent aux Émirats. Philippe Maurice qui produit les 18 marques, je crois qu'ils ont 18 marques, 18 marques, effectivement. était dans la difficulté au niveau de la bourse de New York. C'était une opportunité pour acheter à peu près 11% du capital de Philippe Maurice. Et pour gagner dans cette opération, Chebani a exigé la licence dans 10 pays arabes, dont l'Algérie. Donc, Hando la licence, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une association entre la SNTA et sa filiale algérienne pour constituer une nouvelle entreprise, pratiquement 50-50. Pratiquement, bien, pratiquement. Oui, parce que les 2%. Les deux étaient à 49-49. Les 2%, l'abel tma kamel. Bon, mais Chebani, il n'a jamais voulu du mal à l'Algérie. On a travaillé pendant 10 ans. C'était l'accord entre Chebani et Philippe Maurice. On lui a attribué la licence pour 10 ans. Au-delà de 10 ans, je ne renouvelle pas. C'était en 2011. Les pays arabes, le printemps arabe et tout. Donc, il avait le choix. Ahmed Chebani avait le choix entre céder une partie de ses parts sociales ou bien d'abandonner le projet. Pour ce qui est du cas de l'Algérie, c'était encore plus compliqué. Parce que دخلت فيها 49-51. Donc,
La SNTA est passée à 51%. Avec les 2% هذوك les. Tu dois nous expliquer c'est quoi cette تلاعب avec les- ماشي اليوم نو سي با تالمون امبورطون مي كثر عليهم الحس. Donc Chebani a dû céder 24%. Non, 25% au profit de Philippe Maurice. Et il a gardé pour lui 24. 24%. Voilà, c'est un peu là. Mais la SNTA n'a rien cédé. N'a rien cédé. Elle a cédé la commercialisation. La commercialisation, donc c'est la filiale. Oh, qu'on a la commercialisation. Parce que le problème, même les Émiratis, ils sont victimes. Là, Mais j'allais te dire, je n'en doute pas. Certainement, c'est-à-dire, chauffe. peut-être que tout le monde est victime de la situation. Mais en tout cas, juste une chose. Je pense que ce qui est grave dans cette histoire de la SNTA, parce qu'un jour, il faudra tout raconter, un jour, il faudra peut-être écrire des livres, ou l'un des films, ou l'un des séries sur Netflix sur ce qui s'est passé et ce qui se passe peut-être encore. C'est que quand même, on avait un patrimoine très important, le patrimoine donc, du tabac algérien, qui a une histoire, qui remonte, qui est très intéressante, etc. Et qui, malheureusement, est en déperdition. C'est quand même dommage. Bon, شوف هذا السنتيمونتاليزم Et à هذا la nostalgie. la nostalgie. Là, on est des Méditerranéens, on est des nostalgiques, c'est normal. Chers invités, je suis obligé de vous dire qu'on va essayer de clore ce débat sur le style Ah oui, sans sur les SNTA. films, C'est pas de la خليه censure. يكمل، خليه Je vous يكمل. donne نكملكم rendez-vous. Non, خليه يكمل. نكملكم برك باش ما يقولوش. شوف le sujet de la commercialisation de la cigarette en Algérie est plus secret que le secret militaire là en Algérie. Tu poses la question, qui distribue la cigarette en Algérie? أنا كاين واحد باباه واصل بزاف يخدم مع لا ديستريبيوسيون تاع الشمه نقصوا له في الكوطه باش نزيد له 50 كيلو في النهار. je sais لا que le كروا لا réseau, بانيير هذا باباه واصل راه مانيش نهضر على واحد. on parle des voies impénétrables. Le réseau de distribution, c'est l'une des voies les imperméables aussi. Donc j'ai dit qu'on doit clore كاش نهار نعاودو ce نوليو. sujet pour revenir une prochaine fois. Mais quand j'ai dit que j'avais des doutes, parce que quand j'ai su que Bouchouareb avait mis de la Ça pression. dépasse Bouchouareb. Oui, c'est ça pas dépasse, ça, mais c'est c'est lui qui était pratiquement l'exécutant de tout le plan. Donc j'avais des doutes, je ne connais pas le dossier dans le fond, mais j'avais des doutes. Restons toujours dans les relations internationales d'Algérie et de la Russie. Pardon. شفت من لا روسي للشمه. On a réussi le chemin parce que c'est les Émirats qui nous ont tirés vers le Non, tabac. c'est le point de jonction. Le point de jonction. Juste une autre question, il y a aussi une visite de responsables américains en Algérie. Ah, là, c'est Donc, les Américains, c'est c'est pas des les Américains. Russes. Oui, justement, après les Russes, il y avait les Ouais. Américains qui sont venus, disant qu'ils. Je pense que le lendemain, Le 5 et le 6. le 5 et le 6, donc 5 il y a et le les 6 Russes et le 5. والاخرين لو 7 et le 8. Les 7 et le 8, donc il y avait des représentants du département de la Défense, du département de l'État et du département du Trésor. Du Trésor. Alors, Alors, est-ce qu'on a des informations? Est-ce que, disons que c'est parce que la coopération, enfin, entre guillemets, est-ce qu'il y a un projet de coopération avec les Russes? Qu'est-ce qui se passe avec les Américains? alors avec Qu'est-ce qui les s'est passé Américains, avec les Américains, c'est dans ce qui est appelé le dialogue sécuritaire. Il y a un dialogue sécuritaire qui existe depuis longtemps, depuis maintenant 2 décennies à peu près. Depuis 2001, je pense. Certainement, oui, ça a pris forme après les attentats de 2001, en septembre. Non, parce que les Américains sont alignés sur la position algérienne dont la lutte, sa conception de terrorisme. On était quasiment les seuls à lutter contre le terrorisme islamiste à l'époque, donc c'est évident qu'il fallait qu'il y ait une entente, il fallait qu'il y ait une coopération. Donc, cette coopération dure depuis de nombreuses années et il y a régulièrement comme ça des phases de dialogue pour s'entendre, faire le point, des bilans, etc. Voilà, etc. Oui. Donc, cette fois-ci, il y a eu une conférence de presse de l'ambassade des États-Unis qui a eu lieu donc mercredi
avec la présence de 3 hauts responsables, donc département d'État, donc diplomatie, défense. Alors, département d'État, mais c'était le directeur du bureau de la lutte antiterroriste. Donc, c'est pas n'importe qui. Deuxièmement, défense, Tani Kif Kif avec toute la partie coopération et aussi lutte antiterroriste. Et trésor, avec la personne qui est chargée de lutter contre le financement du terrorisme. Donc c'était vraiment axé, L'action, c'est le terrorisme. sécuritaire, lutte antiterroriste, donc au niveau continental et aussi international. Donc ces personnes ont rencontré leurs vis-à-vis. Est-ce qu'il y avait des révélations dans la conférence Il de n'y a presse? pas de révélation, c'est-à-dire on organise une conférence de presse pour dire voilà, nous sommes là, nous voulons faire de la transparence et tout, mais ce n'est pas des gens qui vont raconter ce qui s'est passé, les discussions, et je vais dire à la limite c'est normal. Donc moi j'ai couvert cette conférence de presse, il y avait 7 journalistes, c'est frustrant parce qu'on a eu droit à chacun à poser une question, et qu'on aurait pu avoir beaucoup plus d'autres informations. Bon, c'est à chaque fois qu'il dans une conférence de presse, on imagine qu'on ah oui, j'aurais dû poser avec la question, mais bon. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un message essentiel. Premièrement, relation basée sur le respect mutuel. Et nous sommes parfaitement d'accord en ce qui concerne tout ce qui touche à la lutte contre le terrorisme. Ensuite, financement du terrorisme, l'Algérie, comme ça, vous faites ce qu'il faut, notamment à travers la cellule de traitement du renseignement financier. D'ailleurs, la responsable le département du Trésor a tenu à féliciter le président de la cellule, et en disant vous faites tellement bien votre travail qu'en quelque sorte vous protégez l'économie, c'est-à-dire les finances internationales de tout ce qui est financement illégal. C'était aussi la proposition de l'Algérie de criminaliser le paiement des rançons. Ça ne se limite pas uniquement au paiement du rançon. Oui. Parce que sauf que, par exemple, il y a une frustration quand on va à une conférence de presse comme ça. C'est qu'après, parce qu'on ne sait pas exactement à qui on va avoir affaire. Moi, la question que j'aurais voulu poser en deuxième, c'est votre partenaire principal dans la région, c'est le Maroc. Le Maroc à travers la drogue et finance le terrorisme dans le Sahel, puisque c'est une des mannes des groupes terroristes le Sahel. Tu vois, donc c'est frustrant. Le format qui a été proposé, il est intéressant, mais ça suffit pas. On a envie de les prendre chacun 2 heures d'interview. Que je me dis, peut-être que c'est fait sciemment ici pour éviter toutes ces certainement. Après, deuxième, mais ça, là, c'était une question en disant, est-ce que vous avez discuté de fourniture, d'acquisition d'armement américain par l'Algérie? Et il a dit, oui, on a discuté de ça. D'ailleurs, il y avait une responsable de l'agence américaine de l'armement qui était avec nous, etc. Ça, c'est en quelque sorte une information intéressante. Et il a laissé entendre qu'il n'y a jamais eu de restriction de la part des Américains et que l'armée algérienne peut acheter de l'armement soit directement auprès des entreprises qui fournissent donc les producteurs, soit auprès de programmes du gouvernement américain. Voilà en gros... Donc les signataires, les sénateurs là, qui ont fait une pétition contre l'Algérie, ça n'a pas marché. Pas du tout. Je veux dire, c'était un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, si la question avait été posée, non, moi, je ne suis même pas au courant, c'est n'importe quoi. Voilà. Eh ben, merci à vous deux pour toutes ces informations. On clôture la deuxième partie. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'émission Angle Mort. On revient tout de suite après cette page de publicité.